Donc, je vais commencer. Je déclare ouverte la séance du conseil municipal. Donc, appel des membres, on a avance de réunion. Monsieur le directeur. Jean-Michel Solé. Présent. Céline Pastor. Présent. Guillemot Constant. Clémentine Hère. Jean-Michel Gascon. Sandrine Poussane. Olivier Capel. Nicole Clara. Olivier Lacaze. Guillaume Blavette. Josette Desmonté. Gérard Petit, donc procuration Jean-Michel Solé. Isabelle Assensi. Eddie Vergel. Louise Serralongue. Denis Pi. Marie-Josée Graza. Jean-Louis Fleurisson. Evelyne Canosa, de procuration à Céline Pastor. Cédric Castella. Présent. Roger Rouille. Normalement, il doit arriver. Emmanuel Fradet. Oui, présente. Myriam Noguès. Jean-Charles Colomine. Elisabeth Leza. Marc Marty. Akshana Fézi. Présente. Donc, je propose comme secrétaire de séance Clémentine Hère. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Vous voulez qu'on patiente un peu pour attendre? Non? On commence? Non? C'est bon? Donc, je vous propose là. Le point 1, c'est l'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du mercredi 11 décembre 2018. C'est marqué mardi, mais c'est mercredi. Ça. Ah, c'est mardi. Mardi 11 décembre 2018. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des remarques à faire? Personnes qui sont contre? Je vous remercie. Donc, le point 2, c'est le débat d'orientation budgétaire, budget 2019. Donc, on va aborder quelques éléments d'ordre macroéconomique. La France a connu une croissance faible en 2018, puisqu'après un rythme de croissance particulièrement dynamique en 2017, la croissance a fortement ralenti au premier semestre 2018, atteignant tout juste plus 0,2% par trimestre. Le troisième trimestre a cependant été marqué par un léger rebond, plus 0,4%, laissant présager 1,6% de croissance en moyenne en 2018. Concernant l'inflation, boostée par la remontée des prix du pétrole et le relèvement des taxes sur le tabac et l'énergie, l'inflation a continué à croître, renouant avec des niveaux relativement élevés, atteignant un pic de 2,3% en juillet. Après 1% en moyenne en 2017, elle atteint 2% en 2018. Cette situation inhabituelle devrait perdurer jusqu'en mars 2019. Sur l'exercice 2018, la France est sortie officiellement de la procédure européenne de déficit excessif, ouverte à son encontre en 2009, en affichant en 2017 un déficit inférieur au solde de 3% et en s'engageant à s'y maintenir à l'avenir. Depuis les changements méthodologiques appliqués par l'INSEE, notamment la décision de requalifier le SNCF Réseau à l'administration publique depuis 2016, ont légèrement détérioré le déficit public, qui est passé de 2,6 à 2,7%, mais considérablement alourdi la dette publique, qui atteint le record de 98,5% du PIB en 2017. Celle-ci devrait évoluer légèrement à la hausse et demeurer quasiment stable jusqu'en 2020. Aucune baisse significative n'est désormais attendue avant 2021. Néanmoins, dans la loi de finances 2019, le gouvernement a réaffirmé son triple objectif d'assainissement des finances publiques d'ici 2022, avec la réduction de 2 points du PIB du déficit public, 3 points des dépenses publiques et 5 points du PIB de la dette. Tout cela étant à pondérer au regard des mesures annoncées par l'exécutif dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Concernant la loi de finances 2019, dans la continuité de celle de 2018, la mesure phare concerne la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des redevables et la confirmation de la compensation intégrale des dégrèvements par l'État. La taxe d'habitation est due par les contribuables occupant un logement au 1er janvier de l'année, que ce soit leur résidence principale ou secondaire. Le gouvernement souhaitant dispenser 80% des ménages du paiement de la taxe d'habitation de leur résidence principale. Pour ce faire, la loi de finances prévoit un dégrèvement pour 2019 de 35% du montant de la taxe d'habitation
après 30% en 2018 et 35% programmés en 2020. Par ailleurs, le président de la République a indiqué qu'à compter de 2021, la taxe d'habitation sera purement et simplement supprimée pour les résidences principales et qu'aucun nouvel impôt de substitution ne sera créé. Dans ce cadre, le gouvernement a proposé que les communes soient compensées de la suppression de la taxe d'habitation par la redescente de la taxe foncière sur les propriétés bâties, aujourd'hui affectée au département après 2020. D'ici cette échéance, il compensera la perte de recettes aux collectivités par dégrèvement. Les départements seraient ainsi compensés de la perte de la TFPB par affectation d'une fraction d'impôt national. Depuis cette annonce, et dans le cadre du grand débat national issu du mouvement des Gilets jaunes, le sujet a été remis sur la table et rien n'est acté au moment où la note vous a été adressée. Concernant les concours financiers de l'État aux collectivités, l'ensemble des dotations allouées par l'État connaît pour la deuxième année consécutive une stabilité à hauteur de 38 milliards, montant identique à celui de 2017. La ville devrait donc percevoir le même montant de dotation globale de fonctionnement, puisque notre potentiel fiscal est inférieur à 75% du potentiel fiscal moyen. À ce sujet, une nouveauté a été introduite dans la loi de finances par l'intégration des surfaces des sites Natura 2000 dans le calcul de la DGF, qui connaît ainsi un verdissement. L'existence d'une zone Natura 2000 n'étant pas sans conséquences juridiques et financières pour les communes concernées, le Parlement a validé le fait qu'un effort financier en faveur des communes de moins de 10 000 habitants, dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75% par un site Natura 2000 et dont le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen de la strate, sera réalisé. Banyuls est éligible, mais le décret d'application n'étant pas encore pris et le montant de l'enveloppe nationale étant plafonné à 5 millions d'euros, le montant versé à la commune devrait être modique. Les dispositifs de péréquation verticale, dotation de solidarité rurale et dotation nationale de péréquation, et horizontale, Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, sont maintenus à leur niveau de 2018. Nous devrions percevoir le même montant de dotation de solidarité rurale, le même que l'an dernier, puisque la ville est classée 7851e sur 10 000 communes rurales de moins de 10 000 habitants, les plus fragiles. Pour le Fonds de péréquation intercommunale et communale, qui assure une redistribution des ressources des ensembles intercommunaux les plus favorisés vers les plus défavorisés, la communauté de communes Albert-Côte-Vermeille-Libéris a été bénéficiaire de ce dispositif en 2018, permettant à la ville de bénéficier de 119 248 € au titre de la solidarité nationale. Mais comme chaque année, on peut s'interroger sur ce qu'il adviendra en 2019, puisque l'intercommunalité occupait l'an dernier le 746e rang sur 750 bénéficiaires. En tout état de cause, la loi de finances prévoit un mécanisme de garantie spécifique en cas de perte d'éligibilité en 2019. Les intercommunalités et leurs membres percevront 85% du montant perçu en 2018, puis 70% l'année N+2 et 50% l'année N+3. Concernant l'évolution des recettes de fonctionnement, le contexte économique national invite les collectivités à rester très prudentes dans l'estimation de leurs recettes. Il serait raisonnable d'envisager un maintien des ressources communales en prenant comme hypothèse la stabilité du taux d'imposition, des taux d'imposition, des contributions directes, et une augmentation des produits fiscaux par l'effet des bases qui devrait augmenter de 2% suivant l'inflation dont on a parlé tout à l'heure. Concernant les recettes de fonctionnement, en attente de concordance avec le compte de gestion, pour l'exercice 2018, elles s'élèvent à 7 468 988 € et 9 centimes. Et concernant les dépenses de fonctionnement, elles s'élèvent à 6 816 016 € et 24 centimes. Il est proposé également de maintenir les taux d'imposition à leur niveau de 2018. Concernant l'évolution des charges sur l'exercice 2019, les charges de personnel qui représentent 3 677 480 € et 45 centimes en 2018. Pour l'année 2019, on prévoit une augmentation de l'ordre de 2%, puisque l'année 2019 sera marquée par le dégel du parcours professionnel carrière et rémunération, dispositif qui avait été mis en veille sur l'exercice 2018,
et également la prise en compte du glissement vieillesse technicité qui concerne les changements d'échelon et grade des agents. Concernant les charges à caractère général, elles représentaient 1 917 481,05 €. Elles devraient s'établir au même niveau en 2019. Les charges financières, qui correspondent au remboursement des intérêts et des emprunts, on prévoit une inscription au budget d'une somme de 100 000 €. Concernant l'endettement, au 1er janvier 2019, la dette de la ville s'élève à 4 196 152,59 €. La ville a tiré 300 000 € représentant le solde du prêt du Crédit Agricole qui avait été souscrit en juin 2017. Ce prêt est à taux fixe à 1,53% sur 15 ans. L'amortissement annuel de 383 000 € est supérieur au tirage de l'exercice. La ville se désendette donc de 83 000 € en 2018. Le taux actuariel résiduel baisse avec la décrue des prévisions de marché et la part relative de taux variable. Le taux moyen est de 2,19% grâce à l'emprunt de l'année à taux bien plus faible que ceux du stock et à la faiblesse du taux variable. Concernant la répartition des emprunts entre les différentes banques, le Crédit Agricole renforce sa part de marché grâce à la dernière tranche du prêt 2017. Les partenariats sont toutefois harmonieux entre les 4 acteurs principaux du secteur public local. La ville bénéficie d'une bonne qualité de signature puisqu'elle a pu vérifier lors d'un prêt tour de table en vue des investissements du port. La Caisse des dépôts pourrait compléter la liste des financeurs. La part du taux fixe se renforce puisqu'elle représente le taux fixe 58% de l'encours de la dette et les taux variables 42%. Ceci apporte une meilleure performance et permet de diminuer le coût global de la dette. Concernant le classement Gisler, chaque année nous en parlons, on constate que la ville n'a contracté aucun emprunt toxique puisqu'on est positionné en A1. Les charges globales prévisionnelles 2019 s'élèvent à 499 000 € qui sont répartis à 406 000 € de capital et 93 000 € d'intérêt. La charge est fondée sur une hypothèse Euribor 3 mois à 0,10%, soit une hausse sécurisante de l'index. L'annuité devrait tangenter les 500 000 € en 2019 et 2020, pour ensuite redescendre et atteindre les 400 000 € sur la période 2023-2028. On vous a mis après des graphiques concernant l'encours de la dette par habitant, qui s'élève à un peu plus de 850 € pour la commune, l'annuité par habitant, la capacité de désendettement et l'épargne brute. Notre conseil financier indique que la ville bénéficie de bons ratios qui rassurent les banques. L'encours stable est légèrement au-dessus de la moyenne, l'annuité est en baisse régulière et sous la moyenne de la strate, et enfin les épargnes solides et les capacités de désendettement constamment sous les 4 ans. Le seuil d'alerte étant à partir de la 8e année. Concernant les budgets du camping, les investissements réalisés sur l'exercice 2018 seront complétés par l'installation de 5 structures légères type Coco Suite, ainsi que par la réfection des sanitaires GERSPA. L'accent sera mis sur la promotion et la commercialisation. Et concernant le budget du port, les autorisations administratives pour la réhabilitation ayant été obtenues en juillet 2018, la remise puis l'analyse des offres sont en cours, sachant que les marchés ne seront attribués que lorsque les subventions sollicitées auront été officiellement attribuées. Les travaux débuteront physiquement après la saison estivale de 2019, sachant que la période allant de l'attribution des marchés au mois de septembre sera consacrée à la préparation des ouvrages, étant entendu que les travaux dans l'eau ne peuvent être réalisés que sur des périodes précises, indiquées dans les autorisations accordées par l'État. Merci de ce long exposé et de ce bon travail accompli qui fait un aperçu sur la situation économique et notamment de notre pays, de la zone euro et bien entendu de notre commune. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir? Question à poser, un commentaire? Oui. Une toute petite remarque, page 13. Concernant le graphique de l'encours par habitant, pour le rendre plus lisible peut-être, serait-il intéressant de l'agrandir? C'est vrai qu'il y a en abscisse, il y a quelques dates,
mais en ordonnée, il n'y a que la moyenne 500, la ligne des 500. Peut-être serait intéressant de mettre soit en ordonnée la dette par habitant, l'encours par habitant en face de chaque colonne, ou alors au-dessus de chaque colonne. Le tableau serait plus lisible, parce que par exemple, on ne sait pas, en 2011, je dis au hasard, quel était l'encours par habitant. C'est une simple remarque que je prolonge pour les félicitations aux services administratifs et comptabilité et à l'ensemble du personnel et élus qui ont élaboré ce budget. On peut le préciser, plus de clarté, mais le graphique indique que nous sommes autour de 850 € d'encours par habitant, légèrement au-dessus, légèrement en dessous, en fonction des années, des investissements qui sont faits, en sachant que durant ces 5 années, nous avons beaucoup investi, nous n'avons pas augmenté les impôts, nous n'avons pas augmenté la dette, et nous avons, ça a été précisé, même baissé notre endettement cette année d'une manière relativement faible, 83 000 €, c'est ça, mais c'est 83 000 € de dette que nous avons en moins. Nous avons pu faire tout ceci parce que nous avons réussi par du relationnel, par un travail qui a été fait par l'ensemble des services, et je me joins à vous, M. Roux, pour les féliciter, des dossiers qui ont été construits par l'équipe municipale. Nous avons pu aller chercher beaucoup de subventions. J'en ferai le bilan le moment venu, de manière à faire un bilan de mandat en fonction des investissements qui ont été faits et des subventions qui ont été allées chercher. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nous avons une dette exploitée dans les 4 ans, donc la zone sensible étant 8 ans, on quitterait la zone verte, et même ça ne resterait pas catastrophique si on dépassait 8 ans. Mais nous sommes bien en dessous, puisque nous sommes à 4 ans. Les emprunts sont de bonne qualité. Le crédit agricole a une part qui s'est augmentée parce que nous avons renégocié un emprunt, je pense que vous devez l'avoir en mémoire, qui était de l'ordre de 5% à un moment et qu'il a fallu beaucoup négocier, beaucoup batailler pour qu'on arrive à redescendre cette négociation. Et nous avons pu obtenir gain de cause parce que nous avons englobé un emprunt que nous avons fait dans la renégociation de cet emprunt, ce qui nous a amené à un taux intéressant, mais à 1,53, c'est ça. Et donc ça nous a permis de bien le négocier. Voilà. Pas d'emprunt toxique. Je pense que la ville a une gestion saine, les militants sont ouverts. Nous avons rencontré nos partenaires financiers lors d'un premier tour de table en présence du préfet quand on a commencé à échafauder l'hypothèse d'un montage financier pour le port. Et le tour de table était rempli et je dois dire que les banques sont prêtes à venir nous soutenir sans état d'âme, au contraire. Voilà. Tous les commentaires que vous pouvez faire. Donc, quelqu'un veut faire votre commentaire? Non? C'est clair pour tout le monde? Donc, donc il n'y a pas de vote, bien entendu. Donc le DOP ne fait pas partie du vote. On aura l'occasion de voter le budget. On est ancien conseil municipal au mois d'avril, c'est ça? Et on pourra rentrer dans le budget bien plus en détail. Moi, est-ce que vous voulez poser des questions? Non? Aucune? D'accord. Donc, le point 3, c'est le soutien à la résolution du 101e congrès de la MF, Association des maires de France. Considérant que les collectivités ne portent pas la responsabilité de déficit de l'État, qu'elles ont toutes des budgets en équilibre et financent 70% des investissements publics. Les dotations de l'État sont la légitime contrepartie d'impôts locaux supprimés ou de transferts de charges opérés par la loi, et qu'elles sont donc un dû et non une faveur. Les communes et les intercommunalités ont pris plus que leur part dans le rétablissement des comptes publics, comme le démontre la Cour des comptes. Leur imposer de nouveaux efforts est incontestable et devrait en tout état être limité à leur part dans la dette publique de la France, puisque la dette des communes et des intercos représente 4,5% de la dette publique. La suppression de la taxe d'habitation sans révision des valeurs locatives remet gravement en cause l'autonomie fiscale des communes, fige et amplifie les inégalités entre population et territoire. L'encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités locales, tel que demandé, est intenable et porte gravement atteinte à l'autonomie de gestion. Considérant que les communes et les intercos demandent la reconnaissance par le gouvernement de 3 principes simples mais fondamentaux: le respect effectif du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales,
l'acceptation du principe qui décide paye et qui paye décide, la cessation de tout dénigrement et toute stigmatisation des maires et de l'ensemble des élus locaux, considérant que l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité a, lors de son dernier congrès, proposé 7 sujets qui doivent être au cœur d'une véritable négociation avec le gouvernement. 1. L'inscription de la place particulière de la commune et de sa clause générale de compétence dans la Constitution. Il s'agit de donner plus de liberté, de capacité d'initiative et de souplesse aux collectivités, en particulier s'agissant de la répartition des compétences du bloc communal. Rien ne remplacera le cadre de solidarité et de proximité des communes et leurs mairies. Cela doit également permettre de consacrer l'engagement présidentiel, de garantir l'autonomie financière et fiscale des communes et leurs groupements. 2. La compensation intégrale dans la durée de la taxe d'habitation sur les résidences principales par un dégrèvement général qui tienne compte de l'évolution annuelle des bases. 3. L'ajustement de la contribution du bloc communal à la réduction de la dette publique au prorata de sa part dans l'endettement. 4. L'acceptation d'une révision du plafonnement à 1,2% des dépenses de fonctionnement, alors que ce seuil est rendu obsolète par des prévisions d'inflation largement supérieures. 5. Le retour à une conception non léonienne et donc véritablement partenariale des contrats établis entre l'État et les collectivités territoriales. Le réexamen de la baisse des moyens dans les domaines essentiels de la vie des territoires, que sont notamment le logement social, les contrats aidés et la politique de la ville. Ça, c'était le point 6. Et le point 7, rétablissement du caractère optionnel de tout transfert de compétences, et en particulier de la compétence eau et assainissement, qui doit s'accompagner de manière générale de l'arrêt de tout nouveau transfert obligatoire. Le Conseil est appelé à se prononcer, comme l'ensemble des communes et intercommunalités de France, sur cette motion de soutien à la résolution adoptée lors du Congrès des maires en 2018. Il est proposé donc de soutenir cette résolution. Est-ce que vous voulez faire des commentaires? Oui. Bon, c'est ce que ça vaut, mais j'ai l'impression que bon, dans cette résolution, il y a 2 entités. Il y a la commune et il y a l'intercommunalité. À mon avis, ces 2 entités n'ont pas forcément les mêmes objectifs. L'État aussi a, à mon avis, pour objectif de transférer les compétences forcément vers les intercommunalités. Et donc, elle est en train de se rendre, enfin, moi je me suis rendu compte ici que les demandes faites par la commune sont nettement plus importantes que celles qui sont, disons, proposées par l'intercommunalité. L'intercommunalité qui va phagocyter, comme je l'ai dit 2 fois, la commune, et c'est dans quelques années. On parle dans cette résolution d'accès aux services publics de proximité. C'est pas l'intercommunalité qui va, disons, résoudre ces problèmes. C'est la commune qui va résoudre ces problèmes. Donc, on parle de transfert de compétences. Les compétences vont de la commune vers l'intercommunalité. Et donc, je trouve que cette résolution, elle n'est pas forcément adaptée à ces 2 entités. Je pense qu'il faudrait une résolution des communes, faite par les communes, et une résolution faite par l'intercommunalité. Parce qu'elles n'ont pas, je dirais qu'elles n'ont pas tout à fait les mêmes objectifs. Alors, moi je partage en partie ce que tu dis, en sachant que les intercommunalités ne sont que le reflet des communes. Et que donc si les communes prennent cette résolution, quelque part elles engagent un peu l'intercommunalité. En sachant que, et je ne suis pas de ceux qui défendront l'intercommunalité, je ne l'attaquerai pas non plus, les intercommunalités sont aussi soumises à un régime drastique de baisse, puisque la nôtre a perdu 2 millions d'euros de DGF, et dans la solidarité par rapport à l'intercommunalité plus riche les unes que les autres, on nous prend encore 2 millions de plus
pour transférer sur les intercommunalités. Donc elle est pénalisée aussi par cette réglementation. Et moi je partage ton avis par rapport à ça. Moi je ne suis pas un farouche partisan de ce transfert de compétences à outrance, parce qu'à un moment on parlait même de transférer la police municipale, et même les PLU qui deviendraient des PLUI iraient gérés en totalité par l'intercommunalité. Quand on a regardé un peu la télévision, les uns et les autres, sur cette crise qui nous interpelle, quand on n'a pas entendu parler des maires, mais même les citoyens, finalement, il y a des... Bon, je ne vais pas rentrer sur le débat du pouvoir d'achat, moi je partage, mais il y a aussi une demande de proximité, de participation, etc. etc. Et on s'aperçoit que les maires sont toujours en première ligne. Je prends un exemple par rapport à l'interco. La semaine, hier, c'était hier matin, j'étais à l'intercommunalité pour parler sur les ordures ménagères. C'est une compétence entière de l'interco. Mais la vérité, c'est que c'est moi et les élus qui sommes en première ligne. Quand ça ne fonctionne pas, quand c'est sale, quand c'est pas ramassé, quand le cadencement n'est pas bon, c'est nous qu'on est en première ligne. C'est toujours, le citoyen vient toujours voir le maire. Quand le citoyen a un problème d'éclairage public, c'est aussi une compétence de l'intercommunalité, c'est aussi le maire qui vient voir. Donc on est en première ligne des élus locaux et on nous enlève du pouvoir. Et ça, c'est quelque part compliqué, parce qu'à un moment, c'est pas qu'on veut du pouvoir plus qu'on devrait avoir, mais à un moment, si on ne peut pas agir vraiment sur les leviers, c'est très difficile. J'en prends pour preuve que lorsque le ramassage est carton, ou lorsque le ramassage d'ordures ménagères n'est pas satisfaisant, je dois envoyer plus municipal suppléer le rôle de l'intercommunalité. Ça veut dire que quelque part, on le paie deux fois, le service. On le paie une fois dans la tâche de ordures ménagères et on le repaie une autre fois parce qu'on est pris à partie et qu'à un moment, il faut intervenir. Et également pour les ampoules actuellement, où on a des problèmes d'éclairage public en France. Donc les communes leur ont demandé beaucoup d'efforts. J'ai là une note qui vient du Sénat qui dit en gros que le déficit de l'État, hormis les concessions qui ont été faites aux Gilets jaunes, et je ne conteste pas, bien ou pas bien, peu importe, c'est en vérité moins 3,7% d'endettement concret en plus, et que les communes génèrent un excellent petit, mais 0,1%. Donc les communes ont arrêté de créer du déficit, et l'État continue à faire du déficit. Et on continue encore à demander aux communes, et encore. Donc moi je partage ceci parce que ça devient trop compliqué, et faire des budgets c'est très difficile, il faut se battre en permanence il faut aller pleurer. Encore j'étais en déplacement avec Yvino aujourd'hui pour l'association des villes portuaires pour voir pour le port, etc., et on est constamment en train pas de quémander, mais de défendre, parce que si on n'avait pas des subventions, les budgets on ne pourrait pas le faire. Voilà. Donc moi je vous engage à voter cette résolution parce qu'elle me paraît juste, et je voudrais rajouter que lorsqu'on a créé les intercommunalités, on a augmenté ou obligé les communes à des intercommunalités, on l'a fait avec dans l'idée de supprimer le conseil départemental. Le conseil départemental est resté, les intercommunalités sont restées aussi et prennent de plus en plus de puissance. Et quand on parle des compétences, je vais prendre juste une compétence, la compétence culture. Et la région fait à la compétence culture, le conseil départemental en fait un peu, l'intercommunalité en fait un petit peu, et les communes en font un peu. Donc à un moment, il faudrait savoir qui c'est qui a le levier pour agir sur les compétences et qui puisse réellement le faire. Et un dernier mot sur l'intercommunalité. Nous avons encore la chance d'avoir une intercommunalité à peu près équilibrée, même si on n'est pas complètement équilibré. On a deux grands bourgs à Argelès qui fait pratiquement 11 000 habitants et un qui fait 8 000 habitants, et puis des communes qui font 2 000 habitants. Mais imaginez des intercommunalités où vous avez un bourg-centre, je prends par exemple les Aspres-Tuires, et puis tout un tas de satellites de communes qui font 800-900 habitants, qui sont complètement noyés, et il y a une hégémonie de la ville là-dessus. Donc, voilà, moi je pense qu'il faut arrêter de prendre des compétences aux maires et essayer de leur redonner un peu de moyens, et un peu de moyens en dehors des compétences, aussi un peu des moyens financiers, parce qu'on nous a transféré aussi des compétences, mais on ne nous a pas transféré les moyens financiers pour les faire. Voilà, parce que c'est à peu près partagé par tout le monde, ce que je suis en train de dire. Oui. D'accord. Donc est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre cette résolution, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le point 4, c'est l'attribution de compensation, dont c'est inscrite inscription des crédits au budget 2019.
Alors, par délibération du 26 novembre 2018, le Conseil communautaire a approuvé la modification du montant d'attribution pour l'exercice 2018 et suivant de ses communes membres. Ainsi, le montant n'est plus de 55 401 €, comme cela a été adopté dans le budget 2018, mais de 59 235 €. Il manque 3 834 € à régler concernant l'impact du grand cycle de l'eau sur Gemapi. Cette délibération ayant été notifiée le 4 juillet 2018 sur 2019, soit 3 834 €, et donc d'ajouter cette somme au montant de l'attribution de compensation arrêtée pour l'exercice 2019 qui est de 67 726 €. Au final, le montant qui devra être inscrit sur le budget 2019 sera de 71 660 €. Le Conseil est invité à valider cette inscription sur le budget 2019 s'agissant d'une dépense obligatoire. Donc, nous avons, vous le comprenez bien, un montant d'attribution négatif sur la commune de Sur-Mer qui est dû, et ce n'est pas un reproche, qui est dû, je pense, à la création la fusion des deux, mais surtout pour l'enfance et jeunesse. C'est ça. Voilà. Donc, on a transféré la compétence enfance et jeunesse, et donc on a un reliquat négatif de 55 000 €. À cela se rajoute 3 800 € deux fois, je suppose, parce que c'est la taxe Gemapi, et là aussi, c'est une compétence que nous avions, qu'on nous a retirée, qui est passée à la communauté des communes et qu'on a demandé aux contribuables de financer. C'est-à-dire que le contribuable a vu sa feuille d'impôt, un nouvel impôt qui s'appelle Gemapi, c'est la gestion des eaux et des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Donc, c'est un nouvel impôt qui arrive, on le rajoute, c'est un transfert. Par contre, juste une remarque là-dessus, c'est que nous ne pouvons plus, donc nous n'avons plus la compétence de la gestion des cours d'eau. On a demandé maintenant au service de l'État de nous cartographier ce qu'étaient les cours d'eau et les ravins secs, etc., parce que ça reste encore compliqué, et en sachant qu'on ne peut plus intervenir sur les cours d'eau, comme ça a été fait, puisque c'est la compétence est à la communauté des communes, et la même communauté des communes ne peut intervenir que dans un cadre bien resserré, en fonction de la protection de l'environnement, etc., etc. Voilà, donc c'est très encadré. Alors, je le dis ça pour le public, parce que souvent on me demande, mais donne-moi un petit coup de tractopelle à la rivière pour que je puisse passer, etc. On ne peut plus le faire, parce qu'on n'a pas la compétence, et parce qu'on a la police de l'eau sur le dos, qui nous interdit de faire tout et n'importe quoi dans la rivière, certainement injustifié, mais il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Vous voulez intervenir? Toujours pareil, qu'il est mieux que la commune connaisse son environnement. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Mais on ne peut pas intervenir. Bientôt le maire il servira quoi? À rien? Pas encore, non, pas encore, mais j'espère que le jour où ça va arriver, moi je ne saurai plus. Mais la vérité, c'est que on se retrouve à convoquer la gendarmerie. Bon, ça m'est arrivé. Je me suis retrouvé convoqué la gendarmerie parce que j'ai fait un petit morceau de digue pour renforcer une route dans laquelle il y avait un trou et qui risquait de provoquer des accidents. Et j'ai été convoqué à la gendarmerie et j'ai été condamné à 500 € d'amende parce que j'ai voulu protéger la population. Voilà. Donc c'est comme ça, donc on ne peut plus le faire. On ne peut plus le faire. Voilà. Rémi aussi, directeur de service, ça a été mon tour et après ça a été lui la fois suivante parce qu'on a coupé des roseaux sous le pont entre Fourcaille de la Maillerie et de la rivière, et on a coupé des roseaux et bien on s'est retrouvé. Lui s'est retrouvé ce coup-ci à la gendarmerie. Voilà. Et il a été condamné aussi. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ce virement de crédit, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le point 5, c'est engagement des dépenses d'investissement à l'euro du budget primitif 2019, c'est au camping municipal. Donc l'article L 1612-1 du Code général des collectivités indique que dans le cas où le budget d'une collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement, dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Et il est en droit également de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette, venant à échéance avant le vote du budget, et en outre, jusqu'à l'adoption du budget et jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date,
l'exécutif peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. C'est le cas ici, puisqu'il est proposé au Conseil de faire application de cet article. Le montant, donc 25% des dépenses d'investissement, ça correspond à 62 250 €. Il est proposé au Conseil l'acquisition de terrasses en bois pour mobil-home pour 4 000 € et l'aménagement des sanitaires Gersba pour 22 665 €, ce qui fait un total de 26 665 €. On est donc dans les 25%. Voilà. Donc ça, c'est dans le cadre des investissements qu'on fait sur le camping municipal. Je rappelle, l'année dernière, on a investi pratiquement 200 000 € pour remonter ce camping. Cette année, on poursuit cet investissement un peu différemment. Et donc, on a des sanitaires à arranger. Bien sûr qu'il faut faire les travaux l'hiver, on ne va pas faire les travaux après le vote du budget. Donc il est utile qu'on puisse libérer des crédits pour qu'on puisse faire ces travaux. Observation? Personnes qui sont contre? Qui s'abstiennent? Je vous remercie. Tarif de la commune 2019, modification de délibération du 11 décembre 2018 concernant un droit de place du marché. Oui, donc c'est à l'annexe 2. Compte tenu d'une erreur matérielle lors de l'établissement des tarifs 2019 des droits de place du marché, signalé par le régisseur pour la tranche de 0 à 10 mètres linéaires, le Conseil est invité à approuver le tarif qui est indiqué à l'annexe. Donc là, il s'agit bien d'une erreur. On avait voté l'augmentation du montant de l'inflation pour ce qui est tarif annexe et le tarif des droits de place au marché, c'était 1 € et malheureusement, il a été indiqué 2 € la place de 1, ce qui n'était pas notre volonté, ni la volonté du conseil municipal. Ça devait être contrôlé, mais on l'aurait fait sans. Donc on va revenir en arrière et on va revenir à 1 € le mètre linéaire. C'est pour le marché du jeudi. Voilà, donc c'est la rectification d'une erreur. D'une deuxième erreur, parce qu'on est passé, vous aviez voté, nous c'était abstenu, 3 € du 1er juin au 30 septembre, et là ça redescend à 2,50 €. Donc ça fait 2 erreurs. Ouais. Il n'y a pas eu de négociation avec les syndicats du marché des... Non, je ne les ai pas rencontrés, ils m'ont écrit. Ils m'ont même renvoyé une lettre en me demandant en me faisant comment on appelle ça, un recours gracieux. Je n'aurais pas répondu à la première lettre parce que quand on s'en est aperçu, c'est des régisseurs du marché qui m'ont dit il y a un truc qui ne va pas bien, etc., etc. Donc on l'a rectifié. Et on voulait le rectifier, mais il fallait qu'on ait un conseil municipal pour rectifier. Je n'ai pas convoqué un conseil municipal pour changer de 1 € à 2 €. On aurait peut-être voulu. Donc ils ont patienté un peu et on leur fera rien perdre du tout. Mais je ne les ai pas rencontrés. Non, parce qu'il y a des marchands qui m'avaient dit qu'ils chercheraient à vous rencontrer parce qu'ils trouvaient ça un peu fort du café comme tel. Ils ont raison, parce que c'est une erreur, mais après ils n'ont pas trop de peine à me rencontrer. Bon, je crois que le jeudi je peux au marché, mais le dimanche je suis pratiquement tous les dimanches au marché. Donc si c'était les mêmes, ils auraient pu me rencontrer, mais personne ne m'a rien dit. C'est que pour le jeudi. Je crois que oui. Mais moi c'est que pour le jeudi. Hein? Ben, c'est marqué où ça? C'est les deux? Ah, c'est les deux. Moi je pense que c'est le jeudi. C'est les deux. Et que je suis même pas au courant. Ça aurait presque fait une troisième erreur. Ouais. C'est moi qui l'aurais fait. Parce que moi j'étais persuadé que c'était que le jeudi. Non, il y a un tarif d'hiver et un tarif d'été. Ah, voilà. Donc, c'est bon pour ça? Il n'y a personne qui est contre, je suppose, qui s'abstient. Donc, point 7, tarif du camping municipal, modification de la libération du 11 décembre concernant les périodes d'occupation des mobilons. Alors il y a une erreur de date dans la délibération du 11 décembre concernant le mois de juillet. Le camping communique cette erreur. Et donc l'établissement des tarifs, il est demandé au Conseil de modifier la délibération afin de permettre la location des mobil-homes à la semaine du samedi au samedi. Vous voyez qu'on fait beaucoup d'erreurs, mais parce qu'on travaille beaucoup. Si on ne travaillait pas, on ne ferait pas d'erreurs. Hein? Voilà, c'est aussi une erreur de santé. Peut-être pas, mais bon. Est-ce que vous êtes, je suppose que vous êtes d'accord? Est-ce que vous voulez intervenir? D'accord. Donc, personne qui est contre, personne qui s'abstient, je vous remercie.
L'Office du tourisme, budget primitif 2019, annexe 4. Le 20 décembre dernier, le comité de direction de l'Office a délibéré et voté en séance ordinaire le budget primitif. Comme indiqué dans le code général, ce budget doit être approuvé en séance ordinaire par le conseil municipal. En section de fonctionnement, il s'élève à 383 700 € et à l'investissement à 13 200. Le conseil est donc invité à approuver le budget primitif 2019 de l'Office. Donc, ce budget a été discuté, présenté et approuvé à l'unanimité au sein du comité de direction de l'Office du tourisme. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir? Non? Moi, juste un commentaire de dire que je félicite les membres du personnel de l'Office du tourisme parce qu'ils se sont beaucoup remis en question et on a un Office du tourisme qui est certainement un des plus performants maintenant de la région et notamment, je crois que nous sommes les premiers par rapport à la place de marché. Il y a toute la démarche commerciale que nous sommes en train de mettre en place, ce qui n'a pas été simple parce que c'était quand même une vraie révolution par rapport à nos salariés et ils l'ont fait et ils ont été très motivés et donc félicitations à Antoine et à l'ensemble de son équipe. En sachant qu'il faut aussi, il y a un gros travail qui se fait entre l'Office du tourisme et Carole et Béa au niveau de la communication et voilà, et Dana et Anthony qui fait aussi un gros travail par rapport à toute la communication qu'on fait. Donc je pense que l'Office du tourisme a maintenant un bon rythme de croisière. Point 9, c'est dissolution de la régie des droits d'entrée. Ah, il faut voter, pardon. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le point 9, c'est la dissolution de la régie des droits d'entrée pour le spectacle. La commune possède une régie d'encaissement des droits d'entrée de spectacle et d'animation. L'Office de tourisme, en tant qu'EPIC, peut aussi gérer ce type de régie. Pour optimiser son fonctionnement, l'Office du tourisme va intégrer cette activité dans sa régie vente et produits divers. De ce fait, la régie des droits d'entrée de spectacle et d'animation de la ville n'a plus lieu d'exister. Le conseil est donc invité à clôturer la régie des droits d'entrée de spectacle et d'animation domiciliée en mairie. Vous conviendrez que c'est beaucoup plus simple d'aller prendre son billet de spectacle à l'Office du tourisme que plutôt de venir se déambuler dans le couloir de la mairie. Donc c'est pour ça que nous avons mis ça en place. Et je trouve ça assez marrant parce que là on va voter la dissolution, mais de l'autre côté ça n'a pas été décidé parce que c'est à l'ordre du jour du comité de direction de l'Office du tourisme du 28 février. Donc ce qui veut dire qu'on présume du vote du comité directeur de l'Office de tourisme. Non, c'est une autre régie, ça a été voté en décembre. C'est la même. Modifie la délibération, mais déjà ils ont délibéré en décembre. L'Office de tourisme, le comité de direction a délibéré sur cette question en décembre 2018. Alors, l'ordre du jour du comité directeur... Il s'agit d'une modification de la délibération de décembre. Oui, par le rajout des droits d'entrée de spectacles et animations diverses. Donc, et donc, si le comité directeur décide de ne pas valider ça, il n'y a plus aucune... Ça a été validé à l'unanimité en décembre. Ça a été validé par anticipation. Alors, à quoi sert cette délibération du comité directeur de l'Office de tourisme Parce qu'il doit modifier la délibération de décembre dernier. En rajoutant quelque chose. Les régies en fait sont uniquement pour une seule catégorie de choses, alors que là on va l'ouvrir à plusieurs places, c'est-à-dire que l'Office de tourisme pourra vendre plusieurs billets. Si vous voulez que chaque fois qu'on vote à une régie, il faut voter une seule manifestation. D'accord, mais là on dissout la régie des droits d'entrée pour les spectacles, les droits d'entrée de spectacles et d'animation. Et là on va les rajouter. Donc on présume. On va ouvrir, parce que le régisseur, on a changé de régisseur. La régie spectacle, elle a déjà été validée. Non. Ce qui a été validé, c'est la régie vente de produits divers et prestations annexes. Et au mois de février, au 28 février, va être rajouté les droits d'entrée de spectacles et d'animation divers. Il s'agit, Madame Fradé, il s'agit d'une demande du percepteur qui a demandé à modifier pour des raisons... Non, mais j'ai rien contre, mais c'est rigolo. C'est rigolo de présumer de la décision d'un comité directeur. Ce qui a été voté en décembre, ça sera voté en février. Il s'agit d'un point de détail qui a été demandé par le percepteur, qui est un peu plus tatillon que l'autre percepteur, de remodifier cette délibération. Voilà. Mais ce n'est pas sur le principe, ce n'est pas un changement de délibération, c'est une modification administrative, d'après ce que je comprends, d'un percepteur qui n'a pas la même analyse que l'autre. Voilà. La délibération qui a été prise en décembre, elle convenait très bien à l'ancien percepteur,
Donc nous on a mis ça à l'ordre du jour, et maintenant, entre-temps, le nouveau percepteur nous dit mais non, il faut la changer parce qu'il faut changer, donc on la modifiera pour lui faire plaisir. Là, le spectacle du 22 février, l'Office du tourisme vend déjà les places, alors que la régie spectacle en elle-même n'a pas été créée, mais ils le vendent dans leur régie globale. Et c'était l'ancien percepteur trouvait ça tout à fait normal et valable, alors que le nouveau ne le veut pas. Le nouveau percepteur voudrait qu'à chaque fois qu'on ait un billet à vendre, on le vote en conseil municipal. Ouais. Donc on ouvre, on le fait différemment. C'est une écriture. Mais on n'anticipe pas, parce que par rapport à ce que vous dites sur le fond, on n'anticipe pas un vote de la délibération du comité de gestion, parce que ça avait déjà été voté sur l'essentiel. Ce n'est que dans la forme que le percepteur demande une modification. Donc on suppose que si on a voté le principe, on continuera à le voter en février, d'autant plus que les participants seront en majorité autour de cette table. Voilà. Il n'y a rien de particulier. C'est bon? Donc, point 10, c'est modification du tableau des effectifs de la commune et du port. Donc, suite à l'avancement de grade, il est proposé la création d'un poste d'adjoint administratif principal de première classe, 4 postes d'adjoint technique principal de première classe, un poste d'agent de maîtrise principal au tableau des effectifs de la commune. Il est également proposé un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe au tableau des effectifs du port. Le Conseil est invité à approuver ces modifications. Le commentaire, c'est suivant, c'est l'avancée du grade logique des agents d'une commune, d'une collectivité. Donc, concernant le port, oui, il s'agit bien donc de ces suites à un avancement de grade, c'est ça. D'accord. Bon, les personnes qui sont contre, qui s'abstiennent. Merci. Point 11, c'est l'acquisition d'une parcelle de terre appartenant au consort Orsini, lieu-dit Masparé, cadastré section AX 890. Madame Angèle Robertson, en accord avec les autres copropriétaires, a proposé à la commune de lui céder une partie de parcelle, une parcelle de terrain appartenant au consort Orsini, lieu-dit Masparé, cadastré section AX 890, pour une contenance de 21 mètres carrés. La dite emprise sert actuellement de terrain d'assiette d'un espace public, place des Olivères Cramades. Cette acquisition permettrait donc de régulariser une situation existante d'occupation publique. Le prix proposé s'élève à l'euro symbolique. Le terrain est situé en zone UAC du PLU, en zone blanche du PPRI et dans le site inscrit des hameaux. Considérant l'intérêt que revêt pour la commune l'acquisition de cette parcelle, la proposition faite par les consorts Orsini, les frais de notaire seront à la charge de la collectivité. Considérant que cette somme sera inscrite sur le budget, les membres du Conseil sont invités à se prononcer sur cette acquisition et à autoriser M. le maire à signer tout document afférent à cette procédure. Il y a des commentaires? Non? Qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Alors, le point 12, je voudrais l'enlever de l'ordre du jour. C'est la nomination de la voici sur le territoire de la commune rue Francis Coste. C'est pas parce que je veux l'enlever, je ne vais pas fait mettre pour l'enlever, c'est parce que j'ai lu Annie et elle était venue me voir avec monsieur qui est le comment il s'appelle Alfred, c'est ça en me disant que ce serait bien que la ville ait une marque de Titi Coste, etc. Donc bien entendu que j'étais sensible, je connaissais bien Titi et voilà. Donc on avait identifié ce morceau de rue qui n'était pas a priori nommé, qui était au bord du gymnase, c'est là qui est au gymnase, entre le rond-point et le pont. Comme Titi avait fait beaucoup de choses pour le handball, il était quand même passionné, etc. Il nous avait semblé opportun de nommer ça. Donc naturellement, je l'avais inscrite et j'ai rencontré Annie il y a 15 jours et je lui en ai parlé. Il me dit, je ne sais pas trop, parce que j'aurais préféré quelque chose de plus culturel pour Francis, pour Titi, j'ai senti qu'elle n'était pas emballée, mais j'ai senti que ça n'avait pas, comment je peux dire, voilà. Bon, mais il y a une histoire avec Titi, c'est l'arbre qu'il y a au palmier, je t'en avais déjà parlé, c'est un chêne,
Et ce chêne, il y a une histoire fabuleuse, c'est qu'à l'époque, quand les Barjots, l'équipe de France de handball, ils sont venus en 1992, ils les faisaient parler à cet arbre. Les Barjots, ils se réunissaient autour de cet arbre. Il y a une histoire avec cet arbre. Il les faisait parler à l'arbre, il avait écrit un poème sur ça. Et cet arbre, si un jour vous pouvez le délocaliser, enfin, je sais pas si on peut le... On le tue, si on le bouge, on le tue. Ouais, je sais pas si c'est possible. Et en plus, je peux pas baptiser un arbre, c'est une propriété privée. Non, mais si tu le déplaces au gymnase et que tu fais... Ouais, je sais pas. Et tu écris un poème par rapport à cette histoire avec Titi et les Barjots, enfin, ça aurait été... C'est pas... Voilà, ce que je cherchais, c'est quand j'en ai parlé avec Annie, j'ai pas senti que c'était un souhait assumé qu'on fasse le lien entre Titi et le handball. Elle aurait préféré qu'il y ait plutôt un lien plutôt culturel sur une salle ou une médiathèque ou je sais pas, une œuvre d'art ou une chose comme ça. Donc je lui ai dit, bon, je voyais qu'elle n'était pas. Donc je lui ai dit, écoute Annie, on se reverra, on en reparlera. Et donc, moi je vous demande de ne pas le faire. Peut-être que si elle change d'avis, dans quelques jours, je vous demanderai de le revoter si elle est d'accord. Mais on ne va pas baptiser ce morceau de rue, pas contre son gré, parce que c'est pas du tout ça. Hein. Mais en sachant que c'était pas son souhait. En tout cas, elle n'imagine pas la représentation de Titi à travers cette rue, plutôt à travers son nom qui soit porté par quelque chose de plus artistique. Voilà. Oui, c'est un artiste. Donc, je pense que l'arbre c'est encore moins, elle est davantage sur une salle, sur un truc comme ça, mais je ne sais pas trop, l'opportunité qui se présente. Mais il ne semblait pas qu'elle soit pleinement satisfaite de ça. Donc, si vous êtes d'accord, on le retire de l'ordre du jour. Ça ne veut pas dire que si je la retrouve et change d'avis, je vous le repropose pas, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Titi a beaucoup fait pour la culture à Bali. Et depuis plein de Oui, le festival Musique en Roussillon, on a parlé dans la France entière. Et il a été, par exemple, la cheville ouvrière de ce festival Musique en Roussillon. Sous l'égide de Marc Bleuze, le travail qui a été fait a été exceptionnel. Ça a eu un écho national. Entre autres, il a fondé l'association Aristide Mayol. Donc il a beaucoup fait pour la culture et pour le sport. Mais à propos de cet arbre, si on peut le classer arbre remarquable. Dire simplement, oui. Tu sais que dans tous les villages, il y a des arbres remarquables. Il peut être classé arbre remarquable, si le conseil le décide. Mais bon, c'est dans une propriété privée, mais ce n'est que sur le papier. On peut dire que c'est un arbre remarquable, tout comme l'arbre messian est venu écouter les moineaux, les rossinons, je ne sais quoi, à la rue Jean-Bart. Titi, on pouvait en parler pendant des heures. Mais voilà, mais Titi mérite une rue, voilà. Oui. Je dis que vous l'avez pensé, mais celle-ci ne semble pas au centre ou mérite une reconnaissance. Voilà. Moi je pense qu'il faut aussi que la famille le porte. Il faut faire avec la famille. Monsieur Fers, il était venu me voir, moi c'était Monsieur Fers. On en a parlé, mais il faut qu'on trouve encore le bon truc. Ouais, ça, et voilà. C'est bon pour ça. Donc vous avez ensuite des déclarations d'intention d'aliéner. Il n'y a que des appartements, il n'y a pas de terrain, il n'y a pratiquement rien. Avant de clôture, ah oui, il y a le relevé de décision, je vous laisse les consulter. Vous les avez à la fin. Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous voulez, dans les questions diverses, faire un commentaire? Non. Bon, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour le vote du budget en avril.